Ma sœur a couché avec mon mari, a ruiné ma vie et m'a pris mes enfants, mais le testament qu'elle n'avait pas vu venir a fait de moi une intouchable et a renversé la vapeur pour toujours. Je m'appelle Samantha, j'ai 32 ans, et je viens d'entrer dans ma propre maison pour trouver mon mari, David, emmêlé dans les draps avec ma sœur, Rebecca. Les expressions choquées sur leur visage auraient été comiques si mon cœur n'était pas en train d'imploser dans ma poitrine. David se précipita pour attraper un oreiller afin de se couvrir tandis que Rebecca restait allongée, provocante comme toujours. Vous savez ce qu'on dit, les suppositions vous font paraître stupides. Eh bien, j'ai supposé que ma sœur était simplement serviable ces derniers temps, passant plus souvent pour aider avec les enfants. Serviable, n'est-ce pas? Parce que rien ne dit fidélité familiale comme réchauffer le lit de mon mari pendant que je suis au travail. Sam, je peux t'expliquer, commença David. Mais j'ai levé la main. Ne fais pas ça. Ma voix est sortie plus calme que je ne l'étais. Juste, ne dis rien. Rebecca s'est finalement redressée, tirant la couette autour d'elle. Sammy, ce n'est pas comme ça que nous voulions que tu le découvres. Nous. Ils en avaient discuté. Planifié, même. La trahison a coupé plus profondément avec ce seul mot. Depuis combien de temps, ai-je demandé, surprise par mon propre sang-froid. Ils ont échangé un regard, et je jure que j'entendais la conversation mentale. David s'éclaircit la gorge. 6 mois. 6 mois. Pendant que j'organisais la fête du 7e anniversaire de Tommy et que j'aidais Emma avec ses devoirs de maternelle, pendant que je travaillais 60 heures par semaine en tant que directrice du marketing chez Henderson et Associés, essayant d'obtenir la promotion qui nous permettrait enfin d'acheter la maison à Riverside que David disait toujours que nous ne pouvions pas nous offrir. Les enfants sont chez maman, ai-je dit doucement. Vous avez 30 minutes pour vous habiller et déterminer ce que vous allez leur dire. David s'est levé, attrapant ses vêtements. Sam, nous devons en parler comme des adultes. J'ai ri, et le son m'a surprise moi-même. Sec, amer. Adulte? Vous voulez dire comme la façon dont les adultes communiquent honnêtement avec leurs conjoints au lieu d'avoir des relations secrètes avec leur belle-sœur? Rebecca leva les yeux au ciel. Tu dramatises. Je dramatise? Je me suis tournée pour lui faire face complètement. Becca, tu es nue dans mon lit, dans les draps que j'ai lavés hier avec la lessive à la lavande. Tu sais, celle que je commande spécialement parce qu'elle m'aide à mieux dormir. Et croyez-moi, l'ironie de mes draps provoquant le sommeil étant utilisée pour cette activité particulière ne m'a pas échappé. Pour la première fois, elle a semblé mal à l'aise. J'ai marché vers ma commode et j'ai commencé à sortir des vêtements. S'ils pensaient que j'allais m'effondrer et leur donner la satisfaction de me voir sombrer, ils se trompaient. J'avais appris tôt dans la vie que la famille Matthews ne tolérait pas la faiblesse. Et là, j'allais utiliser chaque once de force que mon éducation dysfonctionnelle m'avait enseignée. Où vas-tu? Demanda David. Chercher mes enfants. J'ai fait une pause à la porte de la chambre. Inventez votre histoire, parce que Tommy va demander pourquoi papa et tante Becca faisaient une soirée pyjama sans vêtements. Alors que je marchais dans le couloir de la maison que nous avions achetée ensemble il y a 3 ans, dépassant les photos de famille qui ressemblaient soudain à des mensonges, j'ai réalisé quelque chose qui m'aurait choqué 1 heure plus tôt. Je n'étais même pas surprise que cela se produise, car au fond, j'avais toujours su que Rebecca prenait tout ce qu'elle voulait. Et apparemment, ce qu'elle voulait, c'était ma vie. La réflexion et la confrontation, le trajet jusqu'à la maison de mes parents m'a donné exactement 12 minutes pour trouver comment rester forte. 12 minutes pour pratiquer le faux sourire que j'avais perfectionné au fil des années de réunions de famille où Rebecca était toujours l'enfant chéri et où j'essayais toujours de prouver ma valeur. Maman a ouvert la porte avec de la farine sur son tablier et cette joie forcée particulière qu'elle réservait aux situations inconfortables. Derrière elle, j'entendais Tommy et Emma se disputer à propos d'un jeu vidéo. Samantha, tu es en avance. Je pensais que David les prenait à 6 heures. Changement de programme. Je suis entrée, respirant le parfum familier de son rôti dominical. Où est papa? Au garage. Il travaille encore sur cette vieille moto. Elle a étudié mon visage avec la précision d'une mère qui avait passé 32 ans à lire mes expressions. Tout va bien, chérie?
Avant que je puisse répondre, Emma est arrivée en trombe, ses cheveux foncés ébouriffés par le jeu. Maman, grand-mère nous a laissé faire des biscuits, et Tommy en a mangé 3 avant le dîner. Pas vrai? La voix de Tommy résonna depuis le salon. Si, c'est vrai. Dis-le lui, grand-mère. Je me suis agenouillée à la hauteur d'Emma, la serrant dans une étreinte qui a duré plus longtemps que nécessaire. Elle sentait l'extrait de vanille et l'innocence de l'enfance. Je voulais mettre ce moment en bouteille avant que tout ne change. Et si on rentrait à la maison pour faire nos propres biscuits, ai-je suggéré. Mais ceux de grand-mère sont meilleurs, a dit Emma avec l'honnêteté brutale d'une enfant de 5 ans. Emma, réprimanda doucement maman. Ce n'est pas gentil. C'est bon, ai-je dit, me relevant. Elle a raison. Grand-mère est meilleure pour beaucoup de choses, y compris pour élever des filles qui volent le mari de leur sœur, apparemment. Les mots sont sortis plus amers que prévu, et les sourcils de maman se sont légèrement levés. Tommy, viens dire au revoir à grand-mère, ai-je appelé. Il est apparu dans l'embrasure de la porte, la manette toujours à la main. 5 minutes de plus, maman. Quelque chose dans mon ton a dû faire tilt car il n'a pas argumenté davantage. Il a fait un câlin à maman et s'est dirigé vers la voiture. Sam, a dit maman doucement, me suivant jusqu'à la porte. Es-tu sûr que tout va bien? Je l'ai regardé. Cette femme qui avait élevé 2 filles si différemment. Rebecca, l'esprit libre qui ne pouvait rien faire de mal. Samantha, la responsable qui nettoyait toujours les dégâts. Demande-moi encore demain, ai-je dit. Le trajet du retour fut rempli du bavardage d'Emma sur les jeux vidéo qu'elle avait battus et de l'explication détaillée de Tommy sur la raison pour laquelle les biscuits aux pépites de chocolat étaient scientifiquement supérieurs aux biscuits à l'avoine et aux raisins secs. Des conversations d'enfants normales, le genre de conversation qui pourrait bientôt être partagée entre 2 maisons. Lorsque nous sommes arrivés dans l'allée, la camionnette de David avait disparu. De même que la Honda rouge de Rebecca. À l'intérieur, j'ai trouvé un mot sur le comptoir de la cuisine, partir réfléchir. On parle demain. Partir réfléchir, comme s'il s'agissait d'un problème philosophique complexe au lieu d'un simple cas de garder votre pantalon devant les membres de la famille de votre femme. J'ai chiffonné la note et j'ai commencé à préparer le dîner, laissant la présence de Tommy et Emma m'ancrer dans la routine de couper les légumes et de mettre la table. C'était ce qui importait. Pas la crise de la quarantaine de David ou la dernière tentative de Rebecca de prendre quelque chose qui n'était pas à elle. Maman, tu coupes les carottes vraiment très petites, a observé Emma. J'ai regardé en bas. Elle avait raison. Je les avais méthodiquement hachées en morceaux microscopiques. Parfois, quand les gens pensent très fort à quelque chose, ils font des choses sans s'en rendre compte, ai-je expliqué. À quoi penses-tu? J'ai croisé son regard curieux. Ses grands yeux marrons qui ressemblaient tellement aux miens. À des changements, ai-je dit honnêtement. Parfois, les choses dans les familles changent, et nous devons trouver comment gérer ça. Tommy leva les yeux de ses devoirs. Quel genre de changement? Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré. Un SMS de Rebecca. Nous devons parler. Cela affecte toute la famille. Toute la famille. Comme si elle avait pensé à la loyauté familiale lorsqu'elle redécorait ma chambre avec mon mari pendant que je payais l'hypothèque. J'ai montré à Tommy comment vérifier ses calculs de devoirs de mathématiques et j'ai aidé Emma à choisir des vêtements pour l'école le lendemain. Des routines normales du dimanche soir qui semblaient surréalistes compte tenu des circonstances. Après les avoir couchés, je me suis assise dans mon salon, regardant la vie que David et moi avions construite ensemble. Le canapé sectionnel sur lequel nous nous étions disputés pendant 3 mois avant de l'acheter. La table basse avec des taches de verre provenant d'innombrables soirées cinéma. Les photos de famille où tout le monde semblait heureux. Mon téléphone a sonné. Le nom de Rebecca clignotait à l'écran. J'ai répondu à la 4e sonnerie. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, commença-t-elle, je dois te dire que ce n'était pas planifié. C'est juste arrivé. Pendant 6 mois. C'est juste arrivé. Sam, tu sais, David n'était pas heureux. Tu travailles tout le temps. Tu es constamment stressé. Vous vous parlez à peine. Je me suis levée, faisant les 100 pas vers la fenêtre.
Alors tu as décidé de réparer mon mariage en couchant avec mon mari? J'ai décidé d'être là pour quelqu'un qui avait besoin de soutien. David luttait, et tu étais trop occupé par ta carrière pour le remarquer. La manipulation était si fluide, si parfaitement Rebecca que je l'ai presque admirée. Elle avait réussi à se faire passer pour la victime et l'héroïne simultanément. Un coup classique de la femme qui a un jour convaincu nos parents que j'avais cassé son vase préféré alors que nous savions toutes les deux qu'elle me l'avait lancé. Tu as raison, ai-je dit doucement. Quoi? Tu as absolument raison. J'ai trop travaillé. J'ai été stressée. Je n'ai pas été l'épouse parfaite. J'ai fait une pause, la laissant croire qu'elle était en train de gagner. Mais voici le truc, Becca. Quand mon mariage était en difficulté, la solution n'était pas d'inviter ma sœur dans mon lit. C'était d'avoir une conversation d'adulte avec mon mari pour réparer nos problèmes ensemble. Sam, je demande le divorce demain. Tu ne penses pas ce que tu dis. J'ai regardé le quartier où j'avais imaginé vieillir avec David, regardant nos enfants obtenir leur diplôme, se marier et avoir leurs propres enfants. En fait, ai-je dit, je n'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie. Parce que parfois, le déchet se débarrasse de lui-même. Il suffit d'être assez intelligent pour le laisser partir. La réunion de famille le lundi matin est arrivée comme une gifle. J'avais réussi à dormir peut-être 3 heures, passé principalement à fixer le plafond et à écouter l'absence de David dans la maison qui grinçait. Préparer les enfants pour l'école était comme se déplacer dans des sables mouvants. Chaque routine normale, de l'insistance d'Emma à porter ses chaussettes porte-bonheur à la panique de dernière minute de Tommy à propos d'un projet scientifique oublié, me rappelait que leur monde entier était sur le point de changer et qu'ils ne le savaient même pas encore. « Papa vient à mon match de football samedi ?» demanda Emma, la bouche pleine de céréales. « Nous verrons, chérie. Il a promis d'apporter les quartiers d'orange cette fois au lieu d'oublier comme la semaine dernière. » J'ai pris une note mentale d'ajouter des oranges à ma liste de courses, juste au cas où le nouveau statut relationnel de David affecterait sa mémoire concernant les responsabilités parentales. Apparemment, se souvenir des quartiers d'orange était plus difficile que de se souvenir des vœux de mariage. Après les avoir déposés à l'école élémentaire de Riverside, j'ai conduit jusqu'à Henderson et associé avec ma lettre de démission dans mon porte-documents et les papiers de divorce dans mon sac à main. J'avais veillé jusqu'à 2 heures du matin à chercher des avocats de la famille et à imprimer des formulaires sur des sites juridiques. L'ironie ne m'a pas échappé, David et moi travaillions pour la même société de marketing. Il était le directeur créatif, j'étais la directrice du marketing. Nous nous étions rencontrés dans cet immeuble il y a 8 ans. Maintenant, j'étais sur le point de faire exploser nos 2 carrières en même temps que notre mariage. Samantha. Mon assistante, Kelly, avait l'air inquiète. Tu es en avance de 30 minutes. Est-ce que ça va? Juste impatiente de commencer, ai-je menti, me dirigeant vers mon bureau. J'étais à peine assise que David frappa à l'encadrement de ma porte. Il avait l'air terrible, épuisé et froissé, comme s'il avait dormi dans son camion. Ce qui était probablement le cas. Nous devons parler. Pas ici. Je ne levai pas les yeux de mon écran d'ordinateur. Pas au travail, samedi. S'il te plaît. Juste 5 minutes. 5 minutes pour dire quoi? Que tu es désolé? Que c'était une erreur? Que Rebecca t'a séduit contre ton gré? J'ai finalement levé les yeux, parce que nous savons tous les deux que ce n'est pas ce qui s'est passé. Il est entré et a fermé la porte. 5 minutes pour parler de ce qui va se passer ensuite pour Tommy et Emma. Cela a attiré mon attention. Tu aurais dû penser à Tommy et Emma avant de décider d'avoir une liaison avec leur tante. Cela n'a pas à détruire notre famille. Les gens surmontent ce genre de choses. J'ai ri, et plusieurs personnes dans le couloir se sont tournées pour regarder à travers les murs de verre de mon bureau. Génial. Avant le déjeuner, tout le bureau spéculerait sur le mariage de David et Samantha. Non pas que cela importait encore. Surmonter ce genre de choses? David, tu n'as pas eu une aventure d'un soir avec une femme quelconque. Tu as eu une relation de 6 mois avec ma sœur. Tu l'as amenée dans notre lit, dans notre maison, autour de nos enfants. Tu veux surmonter ça? Son silence fut une réponse suffisante.
Voici ce qui va se passer, ai-je continué. Je demande le divorce aujourd'hui. Je prends les enfants. Tu vas trouver un autre endroit où vivre. Et si tu penses que Rebecca va jouer la belle-mère heureuse pour Tommy et Emma, tu te fais des illusions. Tu ne peux pas juste prendre les enfants. Regarde-moi faire. Mon téléphone a vibré avec un SMS de ma mère. Rebecca m'a dit ce qui s'est passé. Nous devons parler. Réunion de famille ce soir à 19h. Bien sûr, Rebecca les avait contactés en premier, probablement avec une histoire larmoyante sur la façon dont l'amour ne pouvait tout simplement pas être nié et sur la façon dont David et moi n'avions de toute façon jamais été vraiment heureux. Parce que c'est ce que vous faites lorsque vous volez le mari de votre sœur, vous commencez immédiatement la campagne de contrôle des dégâts. Ta sœur a aussi appelé mes parents, a dit David, lisant par-dessus mon épaule. Elle essaie de rassembler tout le monde pour en discuter rationnellement. Rationnellement ? Je me suis tournée vers mon ordinateur et j'ai ouvert la lettre de démission que j'avais tapée à 3h du matin. Rien dans cette situation n'est rationnel, David. Mais tu as raison sur une chose. Nous devons discuter de ce qui va se passer ensuite. J'ai cliqué sur imprimer et je me suis levée pour récupérer la lettre à l'imprimante partagée. La moitié du bureau m'a regardé marcher dans le couloir, et je pouvais pratiquement entendre la rumeur se propager. Quand je suis revenue, David était toujours dans mon bureau, l'air perdu. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, désignant le papier dans ma main. « Ma démission. » Son visage est devenu pâle. « Sam, tu ne peux pas démissionner. Nous travaillons tous les deux ici. Les enfants ont besoin de la stabilité, de l'assurance. Les enfants ont besoin de beaucoup de choses. La stabilité en faisait partie. Mais elle est partie maintenant, n'est-ce pas ? Je me suis assise et j'ai relu la lettre une fois de plus. Professionnelle, brève, effective immédiatement, tout comme la fin de mon mariage. Si tu démissionnes, comment vas-tu subvenir à tes besoins ? Holler ? Je l'ai regardé par-dessus le bureau où nous avions parfois déjeuné ensemble, où il m'avait aidé à pratiquer des présentations pour des réunions clients, où, le mois dernier encore, il m'avait apporté de la soupe quand j'étais malade. Ce n'est plus ton problème. Avez-vous déjà ressenti une trahison si profonde qu'elle a changé votre perspective entière sur la loyauté familiale ? Laissez vos réflexions dans les commentaires, car cette réunion de famille était sur le point de révéler à quel point j'étais vraiment seule. La réunion de famille s'est tenue chez mes parents, dans le même salon où nous avions ouvert des cadeaux de Noël, célébré des anniversaires et fait semblant d'être une famille fonctionnelle pendant 32 ans. Je suis arrivée à 19h précise pour trouver tout le monde déjà là. David était assis sur le canapé à côté de Rebecca, sa main posée sur son bras dans un geste probablement destiné à paraître réconfortant, mais qui semblait possessif. Mes parents occupaient leurs chaises habituelles. Papa avait l'air mal à l'aise. Maman arborait son expression, « Nous devons réparer ça. » Sam, chérie, assieds-toi, dit maman, tapotant la place vide sur le canapé de place. Je suis restée debout. Le fait de m'asseoir me donnait l'impression de céder un terrain que je ne pouvais pas me permettre de perdre. De plus, j'avais une meilleure vue de tout le cirque d'ici. Rebecca nous a dit ce qui s'est passé, dit papa, s'éclaircissant la gorge. C'est une situation difficile pour tout le monde. Difficile ? J'ai répété le mot comme si je testais son poids. C'est une façon intéressante de décrire l'adultère. Sam, dit maman sèchement, surveille ton langage. Je suis désolée. Quel est le terme familial préféré pour coucher avec le mari de sa sœur ? J'ai jeté un coup d'œil autour de la pièce. Activité parascolaire ? Amitié spéciale ? Liens fraternels avancés ? Rebecca se déplaça inconfortablement. Sam, tu rends les choses plus difficiles que nécessaires. Je rends les choses plus difficiles ? J'ai senti quelque chose craquer en moi, comme un élastique trop étiré. Becca, tu es assise dans le salon de mes parents, te tenant la main avec mon mari, tout en me faisant la morale sur le fait de rendre les choses difficiles. Il n'est plus ton mari, dit-elle doucement. Il n'était pas heureux depuis longtemps. Le silence qui suivit fut assourdissant. Pas une seule personne dans cette pièce ne m'a défendu.
Pas une seule personne n'a souligné que les problèmes conjugaux ne se résolvent pas en introduisant une tierce partie. Pas une seule personne n'a suggéré que peut-être, juste peut-être, Rebecca avait franchi une ligne qui ne devrait pas exister. Alors, c'est ma faute, ai-je dit. Personne ne dit que c'est ta faute, dit maman avec prudence. Mais le mariage est compliqué, et parfois les gens s'éloignent, et parfois les sœurs couchent avec leurs beaux-frères. J'ai haussé les épaules. Tu sais, des activités normales du mardi soir. Papa se frotta le front. Sam, ce qui est fait est fait. Maintenant, nous devons trouver comment avancer en tant que famille. En tant que famille. J'ai regardé autour de la pièce. David me trompe avec Rebecca, et nous allons tous nous tenir la main et prétendre que c'est une dysfonction familiale normale. Les gens font des erreurs, dit maman. Mais Tommy et Emma ont besoin de leur père. Ils ont besoin de stabilité. Ils ont besoin d'honnêteté. Ils ont besoin de savoir que les actions ont des conséquences. David se pencha en avant. Sam, je sais que je t'ai fait du mal, mais Rebecca et moi, c'est réel. Nous n'essayons de faire de mal à personne. Tu n'essaies de faire de mal à personne? Je le fixai. David, tu as détruit notre mariage. Tu as trahi la confiance de nos enfants. Tu as transformé ma sœur en mon ennemie. Mais tu n'essaies de faire de mal à personne. Ce que David veut dire, intervint Rebecca, c'est que nous n'avons pas planifié cela. Parfois, l'amour arrive, c'est tout. L'amour. Elle appelait ça l'amour, parce que rien ne dit amour véritable comme une liaison de 6 mois derrière le dos de sa sœur. Depuis combien de temps es-tu amoureuse de mon mari, Becca? Elle jeta un coup d'œil à David avant de répondre. Les sentiments se développent avec le temps. Nous avons essayé de lutter. Vous avez essayé de lutter pendant 6 mois. Dans mon lit? J'ai hoché la tête pensivement. C'est une lutte impressionnante. Vous vous êtes vraiment donné à fond. Sam, dit maman, ce genre de colère n'est pas sain. Tu devrais peut-être envisager une thérapie. Voilà. La suggestion que j'étais le problème, que ma réaction à la trahison était d'une manière ou d'une autre plus préoccupante que la trahison elle-même. Tu as raison, ai-je dit. Je devrais absolument suivre une thérapie pour m'aider à comprendre pourquoi je suis bouleversée par l'affaire de mon mari et de ma sœur. Tu es sarcastique, observa papa. Je suis honnête. Pour la première fois dans cette conversation, quelqu'un est complètement honnête. J'ai regardé chacun d'eux. Ces personnes qui étaient censées être mon système de soutien, qui étaient censées me soutenir quand le monde s'écroulait. Voici ce qui va se passer, ai-je continué. Je demande le divorce. Je demande la garde principale de Tommy et Emma. David peut les voir les week-ends une fois qu'il aura trouvé où il va vivre. Tu ne peux pas priver les enfants de leur père, dit maman. Je ne les prive pas de leur père. Je les éloigne du chaos que leur père a créé. Rebecca se leva. Sam, tu es vindicative. Il ne s'agit pas des enfants. Il s'agit de ta fierté. Ma fierté. Comme si le fait de vouloir que mes enfants comprennent que les vœux de mariage signifiaient quelque chose n'était qu'une question d'ego. Tu sais quoi, Becca? Tu as absolument raison. Il s'agit de ma fierté. Je suis fière d'avoir tenu mes vœux de mariage. Je suis fière de n'avoir jamais trahi quelqu'un qui me faisait confiance. Je suis fière que lorsque ma vie devient compliquée, je ne résolve pas mes problèmes en détruisant la vie des autres. Personne n'a rien détruit, dit David. Nous sommes tous des adultes ici. J'ai marché jusqu'à la cheminée où les photos de famille étaient affichées en rangée soignée. Le premier jour de maternelle de Tommy. Le spectacle de danse d'Emma. Notre photo de mariage où Rebecca se tenait à côté de moi dans une robe de demoiselle d'honneur bleue, souriant comme si elle était vraiment heureuse pour nous. Adulte, ai-je répété. Oui. Parlons d'être adulte. Les adultes communiquent lorsque leurs mariages sont en difficulté. Les adultes vont en thérapie. Les adultes ne se cachent pas pendant 6 mois pour avoir des relations sexuelles dans le lit de leur conjoint. Sam, commença maman. Les adultes ne défendent pas non plus l'adultère, ai-je continué, me retournant pour leur faire face. Ils ne minimisent pas la trahison.
Il ne blâme pas la victime d'être bouleversée d'être victimisée. Le silence s'est installé dans la pièce. Dehors, j'entendais des enfants du quartier jouer dans le jardin de quelqu'un. Leur rire portait dans l'air du soir. Des bruits de famille normale provenant de famille normale. Je pense que nous devrions tous prendre le temps de nous calmer, dit papa. Finalement. Bonne idée. J'ai pris mon sac à main. Je me calmerai au bureau d'un avocat spécialisé en divorce demain matin. Alors que je marchais vers la porte, Rebecca m'a appelé. Sam, attends. Nous pouvons arranger ça. Nous sommes une famille. Je me suis retournée une dernière fois. Non, Becca. Les membres d'une famille ne couchent pas avec le mari de l'autre. Les membres d'une famille ne choisissent pas leur camp lorsque quelqu'un est trahi. Les membres d'une famille ne blâment pas la victime d'avoir été blessée. J'ai fait une pause dans l'embrasure de la porte. Mais tu as raison sur une chose. Nous sommes une famille, ce qui rend cela tellement pire. Parce que rien ne dit valeur familiale comme une bonne vieille affaire, les amis. Ça rassemble vraiment tout le monde. Le renvoi et la bombe de la grossesse le mardi matin a apporté la réalité écrasante du statut de parent célibataire. Emma ne trouvait pas sa chemise licorne préférée. Tommy a annoncé qu'il avait oublié un compte rendu de lecture à rendre ce jour-là. Et la cafetière a décidé de tomber en panne juste au moment où j'avais le plus besoin de caféine. Au moment où je les ai déposés à l'école et que je suis arrivée chez Miller et Associés, spécialisés en droit de la famille, j'avais l'impression d'avoir déjà couru un marathon. Et il n'était même pas 9 heures du matin. Patricia Miller était exactement ce que j'avais espéré d'une avocate en divorce, vive, directe et complètement insensible aux histoires larmoyantes sur la complexité des liaisons. 6 mois, c'est une relation à long terme, pas un égarement momentané, dit-elle, examinant la chronologie que j'avais fournie. Et le fait que ce soit avec votre sœur ajoute un élément de cruauté émotionnelle que les tribunaux ne voient pas d'un bon œil. Et la garde, ai-je demandé. Étant donné que l'affaire a eu lieu dans le foyer conjugal où vivent les enfants, cela renforce votre position. Les tribunaux privilégient la stabilité pour les enfants mineurs. J'ai signé des papiers, fait un chèque d'acompte et je suis sortie avec le sentiment d'avoir enfin repris le contrôle. Mon téléphone affichait 17 appels manqués de David. J'étais en train de les parcourir quand il a sonné à nouveau. Le nom de Rebecca clignotait à l'écran. Quoi, ai-je répondu. Sam, tu dois venir chez maman et papa maintenant. Je suis occupée à détruire mon mariage, tu te souviens? Selon toi. Quoi qu'il en soit, il s'agit de ton travail. Mon estomac se serra. Quoi, mon travail? Viens, s'il te plaît. 20 minutes plus tard, je suis entrée dans le salon de mes parents pour trouver David assis en face de maman et papa, l'air de quelqu'un qui venait de perdre un être cher. Que se passe-t-il, ai-je demandé. David leva les yeux rougis. Henderson m'a viré. Je me suis assise lourdement sur la chaise la plus proche. Quoi? Pourquoi? Relation au bureau, dit papa d'un ton sombre. Apparemment, il y a une politique concernant les employés ayant des relations intimes, surtout lorsque cela crée un drame sur le lieu de travail. David ne me supervise pas. Nous sommes au même niveau. Ça n'a pas d'importance, dit David. Les RH ont dit que cela créait un potentiel de conflit avec ta demande de divorce. Il haussa les épaules, impuissant. Alors, ils t'ont viré au lieu de me virer? Ils nous ont virés tous les deux. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Nous deux. Maman se pencha en avant. Sam, chérie, ils t'ont appelé ce matin. Kelly a pris un message. Quelque chose à propos de la création d'un environnement de travail hostile. J'ai sorti mon téléphone et j'ai vu l'appel manqué de mon patron, Richard Henderson. 3 appels manqués, en fait. C'est insensé, ai-je dit. Je n'ai créé aucun environnement de travail hostile. J'ai été complètement professionnel. Sauf hier, dit David doucement. Quand tu as imprimé ta lettre de démission sur l'imprimante partagée, et quand tu as haussé le ton dans ton bureau. Les gens ont entendu. Les gens ont entendu quoi? Moi, bouleversée parce que mon mari m'a trompée? Les gens t'ont entendu parler de questions familiales privées au travail, dit maman.
Richard Henderson a appelé ici pour te chercher. Il était très préoccupé par la réputation de l'entreprise. Je les ai fixés. Alors, laissez-moi comprendre ça. David a une liaison de 6 mois avec ma sœur. Je demande le divorce, d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui crée un environnement de travail hostile. Vous l'êtes tous les deux, dit Rebecca depuis l'embrasure de la porte. Elle écoutait depuis le couloir. C'est pour ça que je t'ai dit de gérer ça discrètement. Discrètement? J'ai ri, le son était aigu et cassant. Tu veux dire comme toi et David avez géré votre relation discrètement pendant 6 mois? Je me suis tournée pour la regarder. Oh, attends. C'est exactement comme ça que vous l'avez géré. Autant pour moi. Le fait, interrompit papa, que vous êtes tous les deux au chômage maintenant, avec 2 enfants à charge. La réalité a commencé à s'installer. Pas de travail signifiait pas d'assurance maladie pour Tommy et Emma. Pas de revenus stables. Pas moyen de payer l'hypothèque de la maison que j'avais prévu de garder dans le divorce. David a ses clients en freelance, dit maman. Il s'en sortira. Mais Sam, tu dois penser de manière pratique à cela. Pratiquement? Comme si c'était ma faute si j'avais perdu mon emploi parce que mon mari n'avait pas réussi à garder sa liaison suffisamment privée. Que suggérez-vous, ai-je demandé. Maman et papa ont échangé un regard. Rebecca se déplaçait inconfortablement dans l'embrasure de la porte. Peut-être, dit maman avec prudence. C'est un signe que tu devrais reconsidérer le divorce pour le bien des enfants. Pour le bien des enfants, je devrais rester mariée à un homme qui m'a trompée avec ma sœur. Pour le bien des enfants, dit papa, tu devrais considérer ce qui est le mieux pour leur sécurité financière. J'ai regardé autour de la pièce ces personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement, qui étaient censées me soutenir quand la vie s'écroulait, qui étaient censées comprendre que certaines trahisons ne pouvaient pas être pardonnées. Vous voulez que je reste mariée à David pour qu'il me soutienne financièrement? Nous voulons que tu penses à l'avenir de Tommy et Emma. Je pense à leur avenir. J'y pense tous les jours. Je pense à les élever pour qu'ils comprennent que les vœux de mariage signifient quelque chose. Que la trahison a des conséquences. Que les gens qui vous aiment ne couchent pas avec votre sœur. Parfois, les gens font des erreurs, dit doucement Rebecca. Des erreurs. Je me suis levée. 6 mois ne sont pas une erreur, Becca. C'est un choix de vie. Je suis allée à la fenêtre et j'ai regardé le quartier où j'avais grandi, où j'avais appris que la famille était tout, où j'avais cru que les gens qui vous aimaient vous soutiendraient toujours. J'ai perdu mon emploi parce que mon mari n'a pas pu garder sa liaison suffisamment privée, ai-je dit. Je suis sur le point de perdre ma maison parce que je ne peux pas payer l'hypothèque avec des allocations chômage. Le monde de mes enfants va être bouleversé parce que leur père a décidé qu'il n'était pas heureux. Je me suis retournée pour leur faire face. Mais c'est moi qui dois reconsidérer mes choix? Le silence s'est étiré jusqu'à ce que Rebecca prenne la parole. Sam, il y a autre chose que nous devons te dire. Oh, merveilleux, parce que cette journée n'était pas complète sans une autre bombe. David et moi allons nous marier. Et je suis enceinte. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme une bombe prête à exploser. Enceinte? Ai-je répété. Rebecca hocha la tête, sa main se déplaçant de manière protectrice vers son ventre encore plat. 3 mois. 3 mois. Elle portait le bébé de David depuis le début de leur liaison. La famille est au courant? Nous venons de leur dire, dit David, avant que tu n'arrives. Bien sûr qu'il l'était. Pendant que j'étais au bureau d'un avocat spécialisé en divorce, David et Rebecca partageaient la joyeuse nouvelle du bébé avec mes parents. Cela change les choses, dit doucement maman. Pour les enfants. Tommy et Emma vont avoir un petit frère ou une petite sœur. Demi-frère ou demi-sœur, ai-je pensé, mais je ne l'ai pas dit à voix haute. Ils ont besoin de stabilité pendant cette transition, ajouta Rebecca. Leurs parents se battre au tribunal n'est bon pour personne. J'ai regardé cette femme qui avait systématiquement détruit mon mariage, volé mon mari, et me faisait maintenant la morale sur ce qui était bon pour mes enfants. Tu as raison, ai-je dit doucement. Tout le monde a semblé surpris. Tu as absolument raison. Les enfants ont besoin de stabilité. Ils ont besoin de comprendre que les actions ont des conséquences.
Ils ont besoin de voir leur mère se défendre au lieu d'accepter les restes que sa famille décide de lui jeter. J'ai pris mon sac à main et me suis dirigée vers la porte. Où vas-tu? Appela maman. Chercher mes enfants et commencer à bâtir une vie qui ne m'oblige pas à prétendre que la trahison est acceptable. Derrière moi, j'ai entendu Rebecca dire, Sam, ce n'est pas comme ça que nous voulions que les choses se passent. Je ne me suis pas retournée. Becca, rien dans cette situation n'a jamais été à propos de ce que je voulais. Mais cela était sur le point de changer. Le testament inattendu 3 semaines plus tard, je préparais des lattes pour des cadres d'entreprise qui étaient autrefois mes pairs, au café Murphy's. Le salaire était terrible. Les heures étaient irrégulières. Et mon patron de 24 ans, Jack, me traitait comme son assistante personnelle pour la préparation du café. Mais c'était un travail honnête, et cela me gardait assez occupé pour éviter de penser au papier de garde que l'avocat de David m'avait signifié. Garde conjointe avec résidence principale alternée. Patricia Miller avait expliqué, c'est inhabituel, mais pas inédit lorsqu'un parent dispose de ressources financières nettement supérieures. Ressources financières nettement supérieures. L'entreprise de David en freelance avait miraculeusement décollé après que notre divorce soit devenu public. Apparemment, Richard Henderson avait été très généreux avec les références. La promotion de Rebecca chez Davison Marketing était assortie d'options sur actions et d'une voiture de fonction. Pendant ce temps, j'apprenais à faire mousser le lait et à essayer d'expliquer à Tommy et Emma pourquoi ils passeraient la moitié de leur temps à vivre avec leur père et leur future belle-mère enceinte. Le coup de feu du déjeuner était brutal ce mardi. Les employés de bureau du centre-ville faisaient la queue sur 20 personnes, tous voulant des boissons spécialisées complexes immédiatement. Je venais de terminer une commande particulièrement compliquée lorsqu'un homme plus âgé s'est approché du comptoir, distingué, bien habillé, avec des yeux aimables derrière des lunettes à monture métallique. « Êtes-vous Samantha Richard ?» demanda-t-il. Mon cœur a manqué un battement. Huissier de justice? Créancier? Encore d'autres documents juridiques? Oui, c'est moi. Mon nom est James Morrison. Je suis avocat, représentant la succession de Harold Murphy. J'ai jeté un coup d'œil autour du café bondé. Cela ne semblait pas être l'endroit idéal pour des discussions juridiques. Je suis désolé, je ne connais aucun Harold Murphy. C'était l'oncle de votre ex-mari. Il est décédé il y a 2 semaines. L'oncle de David, Harold. Je ne l'avais rencontré que 2 fois. Les 2 fois lors de réunions de famille auxquelles David m'avait traîné à New York. Harold était le frère du père de David, un homme d'affaires prospère qui ne s'était jamais marié et n'avait pas d'enfant. Il avait toujours été gentil avec moi, posant des questions réfléchies sur mon travail, se souvenant des détails sur Tommy et Emma. Je suis désolé pour votre perte, ai-je dit. Mais je ne suis pas sûr de savoir pourquoi vous êtes ici. James Morrison baissa la voix. Monsieur Murphy a laissé des instructions très précises dans son testament concernant vous et vos enfants. Pourrions-nous peut-être en discuter en privé après votre service? Je finis à 16 heures. Parfait. Je reviendrai alors. Le reste de mon service s'est déroulé lentement. Chaque client semblait commander la boisson la plus compliquée possible, et mon esprit n'arrêtait pas de penser à Harold Murphy. Que pouvait bien m'avoir laissé l'oncle de David? À 16h05 précise, James Morrison est revenu. J'ai enlevé mon tablier taché de café et j'ai essayé de me rendre présentable. Nous avons trouvé une table dans un coin tranquille, loin de la foule d'après-midi. Madame Richard, commença-t-il, ouvrant sa mallette. Harold Murphy n'avait ni femme, ni enfant, et était séparé de la plupart de sa famille. Son testament, révisé quelques jours seulement avant sa mort, vous laisse sa succession entière, ainsi qu'à vos enfants. Je l'ai fixé. Je suis désolé, quoi? Vous êtes l'unique bénéficiaire de la succession de Harold Murphy. C'est impossible. Je le connaissais à peine. James a sorti un dossier épais. Monsieur Murphy était très précis sur ses raisons. Il a laissé une lettre expliquant sa décision. Il m'a tendu une enveloppe avec mon nom écrit d'une écriture tremblante. Combien? Ai-je murmuré. L'actif total est évalué à environ 75 millions d'euros. Les mots m'ont frappé comme un coup physique.
75 millions d'euros. Cela comprend des propriétés commerciales à Manhattan, des propriétés résidentielles dans les Hamptons et une chaîne de cafés prospère à travers New York. J'ai saisi le bord de la table pour ne pas tomber. Des cafés. Murphy's Coffee. 15 établissements à Manhattan et Brooklyn. Très rentable. J'ai regardé autour du café où j'avais gagné le salaire minimum plus les pourboires, où j'avais eu du mal à payer le loyer, à acheter des produits d'épicerie et à trouver comment m'offrir des cadeaux de Noël pour Tommy et Emma. Il y a plus, continua James. Monsieur Murphy a établi des fiducies d'éducation pour vos enfants. Collège, études supérieures, tout ce qu'ils veulent. Tout est couvert. Mes mains tremblaient lorsque j'ai ouvert la lettre de Harold. Chère Samantha, si vous lisez ceci, j'ai disparu et James vous a trouvé pour transmettre mes dernières volontés. Je sais que cela vous choquera, mais j'espère que vous comprendrez ma logique. Les quelques fois où nous nous sommes rencontrés, j'ai vu en vous quelque chose qui m'a rappelé ma jeunesse. Force, dignité et la capacité de continuer quand d'autres auraient abandonné. Lorsque David m'a appelé pour m'informer du divorce, il a mentionné que vous aviez été maltraité par des personnes qui auraient dû vous protéger. Cela ne me convenait pas. J'ai passé ma vie à bâtir des entreprises et à accumuler des richesses, mais je n'ai jamais eu ma propre famille. En vous regardant avec Tommy et Emma à la fête d'anniversaire de David l'année dernière, j'ai vu le genre de mère que j'aurais voulu que mes enfants aient. Le genre de femme qui mérite mieux que ce que la vie lui a donné. Utilisez cet argent à bon escient. Donnez à vos enfants l'avenir qu'ils méritent. Et ne laissez personne vous faire sentir coupable d'accepter ce que j'ai librement choisi de vous donner. Vous l'avez mérité en étant la personne que vous êtes, même lorsque vous pensiez que personne ne vous regardait. Sincèrement, Harold Murphy. PS. Les cafés se gèrent pratiquement tout seuls. Vous avez de bons managers. Faites-leur confiance. J'ai lu la lettre 2 fois, les larmes brouillant les mots. Madame Richard. James étudiait mon visage avec inquiétude. Est-ce que ça va? J'ai besoin d'appeler mes enfants. Bien sûr, mais il y a quelques questions juridiques dont nous devrions discuter en premier. Le transfert d'actifs prendra plusieurs semaines, mais j'ai arrangé un accès immédiat au fonds d'exploitation. Vous voudrez visiter la propriété de Manhattan bientôt pour rencontrer les équipes de direction. Manhattan. J'avais toujours rêvé de vivre à New York, mais cela avait semblé impossible avec la carrière de David ancrée à Chicago. Maintenant, je pouvais vivre où je voulais. Qu'en est-il des arrangements de garde, ai-je demandé. Si je déménage à New York. Cela dépasse mon domaine d'expertise, mais je peux vous recommander d'excellents avocats de la famille à New York qui se spécialisent dans les affaires de garde inter-État. J'ai pensé à David et Rebecca dans leur nouvelle vie parfaite, planifiant leur mariage et se préparant pour leur bébé. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient m'avoir poussé aux marges de la vie de mes enfants. Ils n'avaient aucune idée de ce qui s'en venait. Maître Morrison, ai-je dit. Quand puis-je voir les propriétés? Dès que vous le souhaitez. Je peux organiser un voyage pour ce week-end si cela vous convient. Parfait. Je me suis levée, me sentant plus stable que je ne l'avais été depuis des mois. Et Maître Morrison, cette conversation reste entre nous pour l'instant. Bien sûr. Alors qu'il s'éloignait, j'ai réalisé que pour la première fois depuis que j'avais trouvé David et Rebecca dans mon lit, je ne pensais pas à la survie. Je pensais aux possibilités. Et à la vengeance. Je pensais définitivement à la vengeance. Le retournement, la conversation avec Tommy et Emma sur le déménagement à New York a été plus facile que prévu. Nous nous sommes assis par terre dans le salon après le dîner, tous les trois en cercle, et j'ai essayé de trouver des mots qui donneraient un sens à notre nouvelle réalité. Comment vous sentiriez-vous à l'idée de vivre à New York pendant un moment, ai-je demandé. Tommy leva les yeux de son projet de construction Lego. Comme une visite? Comme y vivre? Aller à l'école là-bas? Se faire de nouveaux amis là-bas? Emma grimpa sur mes genoux. Et papa? Papa sera toujours votre papa. Vous lui rendrez visite pendant les vacances scolaires et les étés. Et tante Becca et le bébé? J'ai pris une profonde inspiration. Tante Becca et papa vont bientôt se marier. Et quand leur bébé arrivera,
ils auront besoin de temps pour être une famille ensemble. Nous ne sommes plus une famille? Demanda Tommy, et mon cœur se brisa un peu. Toi, Emma et moi serons toujours une famille. Toujours. Mais papa se construit une nouvelle famille aussi. Aurons-nous nos propres chambres? Demanda Emma, toujours pratique. Oui, chérie. De grandes chambres avec des fenêtres et de la place pour tous vos jouets. Les questions sont venues en cascade après cela. Et leurs amis? Et leur école? Est-ce que je serai là aussi? J'ai répondu aussi honnêtement que possible, regardant leur visage traiter l'idée d'un autre changement massif dans leur petite vie. On peut y réfléchir? Demanda Emma. Bien sûr. C'est une grande décision. Cette nuit-là, après qu'il se soit endormi, j'ai appelé Patricia Miller pour discuter des implications de garde du déménagement. New York pourrait en fait jouer en notre faveur, dit-elle. Si David accepte le déménagement, cela montre qu'il priorise sa nouvelle relation plutôt que le contact quotidien avec ses enfants. Cela renforce votre position pour de futures modifications de garde. Et s'il se bat? Alors nous montrerons au tribunal votre nouvelle situation financière et votre capacité à offrir des opportunités éducatives et culturelles supérieures aux enfants à New York. Des opportunités supérieures, comme des écoles privées, des cours de musique et des fonds d'études entièrement dotés. Le lendemain matin, David est passé pour discuter du déménagement. Nous nous sommes assis dans le jardin pendant que Tommy et Emma jouaient sur leur balançoire, faisant semblant que c'était une conversation normale de coparentalité. Alors, tu penses vraiment à New York? Demanda-t-il. Je pense à ce qui est le mieux pour mes enfants. Nos enfants. J'ai laissé passer. Oui, nos enfants. Rebecca et moi en avons parlé. Nous pensons que ce serait peut-être bon pour tout le monde d'avoir une certaine distance pendant que nous nous adaptons au mariage. Voilà. Rebecca voulait que je m'en aille pour qu'elle puisse jouer à la famille sans interférence. Comme c'est généreux de votre part à tous les deux. David se déplaça inconfortablement. Sam, je sais que c'est délicat, mais nous essayons de faire ce qui est juste. Juste pour qui? Pour tout le monde. Les enfants ont besoin de stabilité, et avec le bébé qui arrive, ton bébé a besoin d'espace que la présence de mes enfants pourrait compliquer. Ce n'est pas ce que je voulais dire. N'est-ce pas? J'ai regardé Emma pousser Tommy sur la balançoire, leur rire portant à travers le jardin. David, sois honnête. Tu veux que j'emmène les enfants à New York pour que tu puisses recommencer à zéro avec Rebecca sans les rappels quotidiens de ta première famille? Il est resté silencieux pendant un long moment. Peut-être qu'une certaine distance serait saine. Pour qui? Pour nous tous. J'ai pensé à la lettre de Harold, aux fiducies d'éducation pour Tommy et Emma, aux opportunités qui nous attendaient à Manhattan. Tu as raison, ai-je dit. La distance serait très saine. Alors, tu vas y réfléchir? J'ai déjà décidé. Nous déménageons à New York. Le soulagement inonda son visage. Quand? Dans 2 semaines. 2 semaines? Le soulagement se transforma en panique. Sam, c'est trop rapide. Les enfants ont besoin de temps pour s'adapter, pour dire au revoir à leurs amis. Les enfants sont résilients. Ils s'adapteront. Et les visites? Comment vais-je les voir? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la confirmation de billets que j'avais réservés ce matin-là. Ils reviendront pour Thanksgiving. Tu pourras les avoir pendant 1 semaine. 1 semaine? Sam, ce n'est pas assez de temps. C'est plus de temps que Rebecca ne m'en a donné pour m'adapter à sa relation avec toi. David se tut, comprenant enfin que l'équilibre des pouvoirs avait changé. Et Noël? Nous alternerons les années. Cette année, ils seront avec moi. Sam, s'il te plaît. Je sais que je t'ai fait du mal, mais ne punis pas les enfants parce que tu es en colère contre moi. Je l'ai regardé. Cet homme qui avait jeté notre mariage pour ma sœur, qui s'inquiétait maintenant d'être puni. David, je ne punis personne. Je donne à mes enfants des opportunités que tu n'aurais jamais pu leur offrir. Quelles opportunités?
J'ai pensé à lui parler de l'héritage, des 75 millions d'euros qui venaient de rendre ses paiements de pension alimentaire hors de propos. Mais quelque chose m'a retenu. De meilleures écoles. Des expériences culturelles. Un nouveau départ loin du drame que toi et Rebecca avez créé. Il hocha la tête à contre-cœur. Je suppose que je ne peux pas argumenter contre cela. Non, tu ne peux pas. Cet après-midi-là, j'ai appelé James Morrison pour confirmer notre voyage à New York pour le week-end. Excellent, dit-il. J'ai organisé des rencontres avec les gestionnaires immobiliers et les dirigeants des cafés. Vous voudrez tout voir avant de prendre des décisions majeures. Quel genre de décision ? Que vous souhaitiez être activement impliqué dans la gestion des entreprises ou préfériez rester une associée silencieuse ? Que vous souhaitiez vivre dans l'appartement terrasse de Manhattan ou dans le domaine des Hamptons ? Que vous souhaitiez garder toutes les propriétés ou en vendre certaines. Des décisions. De vrais choix concernant mon avenir au lieu de simplement réagir aux trahisons des autres. Maître Morrison, que feriez-vous si vous étiez à ma place ? Je prendrais mon temps, j'apprendrais les affaires et je ferais des choix basés sur ce qui me rendrait la plus heureuse. Vous avez maintenant le luxe de choisir votre vie au lieu qu'elle soit choisie pour vous. Après avoir raccroché, j'ai marché dans la maison où j'avais cru vivre pour toujours. L'œuvre d'art de Tommy sur le réfrigérateur. Les chaussons de ballet d'Emma près de la porte d'entrée. Les photos de famille qui devraient être emballées ou laissées derrière. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Rebecca. J'ai entendu dire que tu déménageais à New York. C'est probablement pour le mieux. Un nouveau départ pour tout le monde. Probablement pour le mieux. Elle était si impatiente de me faire sortir du tableau qu'elle ne pouvait même pas faire semblant d'être triste de notre départ. J'ai répondu, oui, les nouveaux départs sont merveilleux. Félicitations pour avoir obtenu tout ce que vous vouliez. Mais je n'ai pas appuyé sur envoyer, car bientôt Rebecca allait apprendre qu'obtenir tout ce que vous vouliez signifiait parfois obtenir exactement ce que vous méritiez. La mise en place de la revanche, le voyage d'un week-end à New York a tout changé. James Morrison nous a accueillis à l'aéroport JFK avec un service de voiture et un itinéraire qui m'a fait tourner la tête. Tommy et Emma étaient émerveillés par l'horizon de la ville, pressant leurs visages contre les fenêtres alors que nous traversions Manhattan. « Maman, tous ces bâtiments sont-ils vraiment si hauts ?» demanda Emma. « Plus haut, ai-je dit, fixant moi-même les gratte-ciel. » Notre première étape fut l'appartement terrasse de l'Upper West Side. Lorsque l'ascenseur s'est ouvert directement sur le foyer, j'ai pensé qu'il y avait eu une erreur. Ça ne peut pas être ça, ai-je dit à James. 3 chambres, 3 salles de bain, toit terrasse avec vue sur la ville, dit-il en nous conduisant à l'intérieur. Harold l'a acheté comme propriété d'investissement, mais il est vacant depuis 2 ans. L'appartement était magnifique. Fenêtre du sol au plafond, plancher de bois franc et une cuisine digne d'un magazine. Emma a immédiatement revendiqué la chambre avec le siège de fenêtre, tandis que Tommy était fasciné par l'escalier de secours visible depuis sa fenêtre. « On peut vraiment vivre ici ?» demanda Emma, tournant sur elle-même dans le salon. « On peut vraiment ?» ai-je dit, et je le pensais. La visite des cafés était tout aussi impressionnante. 15 établissements, tous prospères, tous gérés par des équipes compétentes qui géraient les choses sans heurts depuis la mort de Harold. C'était un bon patron, expliqua Maria Santos, la directrice des opérations. Il nous faisait confiance pour faire notre travail, ne nous microgérait jamais. Les employés l'adoraient. Et le côté financier, ai-je demandé. Rentable sur toute la ligne. L'établissement de l'Upper West Side à lui seul génère plus de revenus que la plupart des cafés indépendants en un an. J'ai pensé au café du centre-ville de Chicago où je m'étais démené pour le salaire minimum et j'ai failli rire de l'ironie. Le lundi matin, j'ai appelé David depuis l'aéroport de Chicago. Nous le prenons, ai-je dit sans préambule. Prendre quoi ? New York. Les enfants adorent ça. Nous déménageons le week-end prochain. Le week-end prochain, samedi. C'est fou. Tu ne peux pas déraciner toute leur vie sur un coup de tête. Un coup de tête ? Comme si décider de quitter la ville où mon mari m'a trompé avec ma sœur était une sorte d'achat impulsif. David, leur vie a déjà été déracinée lorsque tu as décidé d'avoir une liaison.
Je leur donne juste un meilleur endroit où atterrir. Et leurs amis? Leur école? Ils se feront de nouveaux amis, trouveront de meilleures écoles. Comment peux-tu te permettre ça? La semaine dernière, tu travaillais dans un café. J'ai fait une pause, réfléchissant à ce que je devais révéler. J'ai des opportunités à New York. Des opportunités commerciales? Quel genre d'opportunités commerciales? Le genre qui ne m'oblige pas à dépendre de la pension alimentaire d'un homme qui m'a trompé. Le silence s'est étiré jusqu'à ce que David reprenne la parole. Sam, je sais que tu es en colère. Je ne suis plus en colère, David. J'en ai fini. Fini de quoi? Fini de laisser tes choix contrôler ma vie. Fini d'accepter des restes. Fini de prétendre que ce que tu as fait n'était qu'une erreur que je devrais surmonter. Alors, tu t'enfuis? Non, ai-je dit. Je cours vers quelque chose de meilleur. La semaine a été un tourbillon d'emballage, de réexpédition d'adresses et d'adieux difficiles. Le camion de déménagement est parti le jeudi matin. Les enfants et moi avons suivi le vendredi après-midi, volant en première classe vers notre nouvelle vie à New York. Alors que l'avion décollait de l'aéroport O'Hare, Emma m'a attrapé la main. Maman, es-tu triste de partir? J'ai réfléchi à la question alors que Chicago disparaissait sous les nuages. Je suis triste pour certaines choses, ai-je dit honnêtement. Mais je suis excitée par tout ce que nous allons découvrir. Papa va-t-il nous manquer? Oui, chérie. Papa va beaucoup te manquer. Tante Becca va-t-elle nous manquer? J'ai serré sa main. Je pense que tante Becca sera trop occupée pour que nous lui manquions pendant un moment. Bien, dit Emma avec l'honnêteté brutale d'une enfant de 5 ans. Elle n'était pas une très bonne tante. Le point de non-retour 6 mois après notre installation à New York, je commençais à comprendre à quoi ressemblait à nouveau le bonheur. Les enfants s'étaient magnifiquement adaptés à leur nouvelle école. J'apprenais à diriger un empire commercial prospère, et pour la première fois depuis des années, je dormais toute la nuit. J'étais en train d'examiner les rapports trimestriels dans mon bureau au siège social de Murphy & Coffee lorsque mon assistante m'a appelé. Madame Richard, vous avez un appel. David Richard de Chicago. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 2 heures de l'après-midi à New York signifiait 1 heure de l'après-midi à Chicago. David aurait dû être au travail, pas en train de m'appeler pendant les heures de bureau. Passé le mois. Samedi, la voix de David semblait tendue. Nous devons parler. Est-ce que tout va bien? Les enfants vont bien? Les enfants vont bien. Il s'agit d'autre chose. Je me suis penchée en arrière sur ma chaise, regardant la rue animée de Manhattan en contrebas. Quelles autres choses? Rebecca a eu le bébé, n'est-ce pas? Rebecca devait accoucher à peu près maintenant. J'avais réussi à oublier complètement la grossesse, ce qui en disait long sur ma santé mentale. Félicitations. Comment va tout le monde? Bien. En bonne santé. Il est parfait. Un fils, le demi-frère de Tommy et Emma. Je suis contente de l'entendre, David. Mais je ne suis pas sûre de la raison de ton appel. Parce que j'ai réfléchi à nous. À notre famille. Je me suis redressée. Notre famille? À Tommy et Emma. À quel point ils me manquent. Au fait que la séparation ne fonctionne pas, David, ils vont très bien ici. Ils adorent leur école. Ils se sont fait des amis. Je les veux de retour, samedi, les mots sont restés suspendus dans l'air comme un défi. De retour. De retour à Chicago avec moi. Je dépose une demande de modification de la garde. J'ai ressenti une vague familière de colère, immédiatement suivie de quelque chose qui ressemblait à de l'amusement, car David n'avait aucune idée de ce dans quoi il s'engageait. Pour quel motif? Pour le motif que je suis leur père et que je veux faire partie de leur vie quotidienne, pas seulement des appels téléphoniques et des visites pendant les vacances. Tu as accepté cet arrangement, David. Tu l'as encouragé. J'ai eu tort. J'ai fait une erreur. Une autre erreur. Comme c'est pratique pour toi. Sam, s'il te plaît. Je sais que tu es en colère, mais pense à ce qui est le mieux pour Tommy et Emma.
Je pense à ce qui est le mieux pour eux. J'y pense tous les jours. Ils ont besoin de leur père. Ils ont leur père. Tu les appelles 2 fois par semaine et tu les vois pendant les vacances. C'était ton choix. C'était un mauvais choix. Je veux le réparer. J'ai marché jusqu'à la fenêtre de mon bureau, regardant la rue où des gens bien habillés se pressaient vers des réunions importantes, où mes enfants grandiraient avec des opportunités que David n'aurait jamais pu leur offrir. David, que se passe-t-il vraiment? Il y a 6 mois, tu étais impatient de nous faire quitter Chicago. Maintenant, tu es soudain le père de l'année. Silence à l'autre bout de la ligne. David, les choses sont compliquées ici. Compliquées comment? Plus de silence. Rebecca a du mal à s'adapter à la maternité. Elle a besoin d'aide. Et je pensais que si Tommy et Emma étaient ici. Voilà. La véritable raison de son inquiétude parentale soudaine. Tu veux que mes enfants reviennent à Chicago pour aider à garder le bébé de Rebecca? Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Rebecca est dépassée par un seul nourrisson. Alors tu as pensé à ramener 2 autres enfants pour qu'elle puisse s'en occuper? Sam, ce n'est pas juste. Juste. J'ai ri, et ça faisait du bien. David, tu veux parler de ce qui est juste? Parlons de ce qui est juste. Je suis retourné à mon bureau et j'ai ouvert le tiroir où je gardais les documents juridiques que James Morrison avait préparés il y a des mois. Il est juste que Tommy et Emma s'épanouissent dans un environnement où ils ne sont pas exposés à ton drame. Il est juste qu'ils reçoivent la meilleure éducation que l'argent puisse acheter. Il est juste qu'ils se construisent une vie où ils n'ont pas à marcher sur des œufs autour de la femme enceinte de leur père. L'argent ne fait pas tout, Sandy, tu as raison. L'argent ne fait pas tout, mais la stabilité oui. La sécurité oui. Savoir que leur mère peut subvenir à leurs besoins, oui. Je peux subvenir à leurs besoins aussi. Peux-tu? Parce que la dernière fois que j'ai entendu parler, tu avais du mal à payer les frais médicaux de Rebecca. Il se tue à nouveau, et je savais que j'avais touché la cible. David, voici ce qui va se passer. Tu vas retirer ta requête en matière de garde. Tu vas te concentrer sur ta nouvelle famille et tu vas laisser Tommy et Emma construire leur vie ici sans interférence. Et si je ne le fais pas? J'ai souri, pensant à l'équipe d'avocats que James Morrison avait en réserve. Alors tu vas découvrir à quel point il te coûtera cher de me combattre. Sam, tu n'es plus la même personne que j'ai épousée. Tu as absolument raison. La personne que tu as épousée aurait accepté tout ce que tu avais décidé d'être le mieux. La personne que tu as épousée aurait fait passer tes besoins avant les siens. La personne que tu as épousée t'aurait laissé marcher sur elle. J'ai marqué une pause, savourant l'instant. Heureusement pour moi, cette personne n'existe plus. Après avoir raccroché, je suis resté dans mon bureau pendant un long moment, pensant à l'homme que j'avais autrefois aimé au point de l'épouser, qui m'appelait maintenant parce que sa nouvelle vie n'était pas aussi parfaite qu'il l'avait imaginée. La vengeance est un café 2 mois après la menace de garde de David, la vie s'était installée dans un rythme confortable. J'étais en train de déjeuner à mon bureau lorsque James Morrison a appelé avec une nouvelle qui allait tout changer à nouveau. Samantha, nous devons discuter de quelque chose d'important. Pouvez-vous venir à mon bureau cet après-midi? Est-ce que tout va bien? Il s'agit de la requête de garde de David. Il a engagé un avocat. 1 heure plus tard, j'étais assise dans le bureau de James sur Madison Avenue, lisant des documents juridiques qui me faisaient bouillir le sang. Il prétend que je suis une mère inapte parce que j'ai exposé les enfants à un changement de style de vie instable, ai-je dit, lisant le dossier de David. Il remet également en question votre capacité à fournir une supervision adéquate compte tenu de vos responsabilités commerciales. J'ai levé les yeux des papiers. Il remet en question ma capacité à superviser mes enfants tout en gérant les entreprises dont j'ai hérité. Ça empire. Il a engagé un détective privé pour documenter vos activités quotidiennes. Apparemment, quelqu'un a pris des photos de vous quittant l'appartement terrasse, assistant à des réunions d'affaires, travaillant tard dans les cafés. Il me fait suivre, semble-t-il. J'ai pensé à Rebecca,
qui avait probablement suggéré cette stratégie, qui avait probablement convaincu David que je négligeais Tommy et Emma tout en construisant ma nouvelle vie. Que pense son avocat pouvoir prouver? Que vous êtes trop occupé par votre carrière pour être une bonne mère. Que les enfants seraient mieux à Chicago avec leur père et leur belle-mère. Leur belle-mère, qui était trop dépassée par un seul bébé pour gérer la vie quotidienne. Il ne mentionne pas cette partie dans son dossier. James, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Quoi donc? J'ai besoin que vous déposiez une contre-requête. Garde complète avec un droit de visite limité pour David. James haussa un sourcil. Pour quel motif? Pour le motif que David a volontairement accepté de me laisser déménager les enfants à New York parce qu'il a priorisé sa nouvelle relation plutôt que le contact quotidien avec ses enfants. Pour le motif qu'il essaie maintenant de perturber leur environnement stable pour son propre confort. C'est une position solide, mais les affaires de garde peuvent être imprévisibles. Je me suis retourné pour lui faire face. James, combien d'argent ai-je? Actifs liquides, environ 11 millions d'euros. La valeur totale de la succession est plus proche de 75 millions d'euros avec les propriétés et les entreprises. Et David, d'après nos recherches, sa valeur nette est d'environ 185 000 euros, principalement liée à sa maison. Ainsi, si cela devient une guerre d'usure, vous pouvez le surpasser financièrement, mais ce n'est pas toujours ainsi que les affaires de garde sont décidées. Peut-être pas, mais c'est ainsi qu'elles sont gagnées. L'audience de garde était prévue 3 semaines plus tard. David s'est envolé pour New York avec Rebecca et leur bébé, séjournant dans un hôtel près du palais de justice. La nuit avant l'audience, David m'a appelé. Sam, nous devons parler. Parle à mon avocat, s'il te plaît. 5 minutes, pour les enfants. D'accord, 5 minutes. Pouvons-nous nous rencontrer quelque part de neutre? Je suis au Marriott près du palais de justice. J'y serai dans 20 minutes. J'ai trouvé David dans le hall de l'hôtel, l'air fatigué et dépassé. Rebecca était assise à proximité avec leur bébé, tous deux semblant distinctement déplacés dans l'élégant hôtel de Manhattan. Merci d'être venu, dit David. Il te reste 4 minutes. Sam, je veux retirer la requête. J'ai cligné des yeux. Tu veux quoi? Retirer la requête de garde. Laisser les choses revenir comme elles étaient. Pourquoi? Il jeta un coup d'œil à Rebecca, qui luttait pour calmer leur bébé en pleurs. Parce que tu avais raison sur tout. Je vais avoir besoin que tu sois plus précis. Rebecca pensait que le retour des enfants aiderait avec tout. Mais être ici, voir comment tu vis maintenant, voir à quel point Tommy et Emma sont heureux. Il se frotta le visage. Je ne peux pas les leur enlever. David, qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux savoir que nous pouvons toujours être une famille. Différente d'avant, mais toujours une famille. Nous ne sommes pas une famille, David. Toi, Rebecca et ton fils êtes une famille. Tommy, Emma et moi sommes une famille. Ce sont deux choses distinctes. Mais les enfants t'aimeront toujours. Ils viendront te voir. Ils appelleront. Ils t'enverront des photos et te raconteront leur vie. Mais ils vivent avec moi maintenant. Rebecca s'approcha de nous. Le bébé enfin calme dans ses bras. Sam, je te dois des excuses, dit-elle doucement. J'ai regardé ma sœur. Cette femme qui avait systématiquement détruit mon mariage et qui se tenait maintenant dans le hall d'un hôtel de Manhattan, l'air épuisé et vaincu. Pourquoi spécifiquement? Pour tout. Pour David. Pour l'affaire. Pour avoir encouragé cette bataille de garde. Pour avoir pensé que je pouvais simplement prendre ta vie et la faire mienne. Et maintenant? Maintenant, je réalise que certaines choses ne peuvent pas être volées. Elles doivent être méritées. J'ai regardé David, puis Rebecca, puis leur bébé qui grandirait sans jamais connaître la famille qu'il avait aidé à détruire. Tu as raison, ai-je dit. Certaines choses ne peuvent pas être volées. Je me suis levé pour partir. Sam, appela David. Diras-tu à Tommy et Emma que je les aime, que je suis fier d'eux? Tu peux le leur dire toi-même quand tu appelleras ce soir. Et samedi, la voix de Rebecca était à peine un murmure. Me pardonneras-tu un jour?
J'ai arrêté de marcher et je me suis retournée pour lui faire face. Becca, le pardon n'est pas quelque chose que tu peux demander. C'est quelque chose que tu gagnes par un changement de comportement au fil du temps. Quand tu auras prouvé que tu es la sœur que je pensais connaître, peut-être que nous pourrons parler de pardon. J'ai quitté l'hôtel et je suis entrée dans la soirée de Manhattan où mon chauffeur m'attendait pour me ramener chez moi auprès de mes enfants. La requête en matière de garde a été retirée le lendemain matin. David et Rebecca sont retournés à Chicago cet après-midi-là. Le soir, Tommy, Emma et moi étions assis sur notre toit terrasse, mangeant de la pizza et regardant les lumières de la ville. Maman, papa avait l'air triste quand il a appelé ce soir, dit Emma. Parfois, les gens se sentent tristes quand ils réalisent qu'ils ont fait des erreurs. Est-ce qu'il ira mieux? Éventuellement, mais ce n'est pas notre travail de régler ça. Tommy avait l'air pensif. Je suis content que nous vivions ici. Pourquoi ça, mon grand? Parce que tu es heureuse ici. Et quand tu es heureuse, nous sommes heureux. J'ai serré mes 2 enfants dans mes bras, ces petites personnes résilientes et sages qui s'étaient adaptées à tant de changements avec tant de grâce. Je vous aime tellement tous les 2. Nous t'aimons aussi, maman. Alors que nous étions assis là sous les étoiles de Manhattan, j'ai réalisé que David s'était trompé sur une chose. Nous étions toujours une famille, juste une bien meilleure famille que nous ne l'avions jamais été auparavant. Le dénouement 2 ans après avoir déménagé à New York, j'étais dans la salle de conférence du siège de Murphy & Coffee, écoutant mon directeur financier présenter les bénéfices trimestriels qui dépassaient toutes les projections, lorsque mon assistante m'a glissé une note qui m'a fait sourire. David Richard est dans le hall et demande une réunion. Je me suis excusée de la réunion et je me suis dirigée vers la réception où j'ai trouvé David assis inconfortablement sur un fauteuil en cuir italien, regardant les sols en marbre et les œuvres d'art originales qui décoraient mon siège social. Il s'est levé quand il m'a vu, et j'ai été frappée par à quel point il avait l'air plus âgé. Fatigué, vaincu, comme un homme qui avait tout misé sur le mauvais cheval. Sam, merci de me recevoir. David, qu'est-ce qui t'amène à New York? J'ai besoin de te parler de Tommy et Emma. Ma tension artérielle a monté en flèche. Est-ce qu'ils vont bien? Ils vont bien. Mieux que bien, en fait. Il désigna le hall opulent. Ils s'en sortent évidemment très bien. Oui, c'est le cas. Pouvons-nous parler en privé? Je les conduis dans une petite salle de conférence, fermant la porte derrière nous. Que veux-tu, David? Il a sorti son téléphone et m'a montré un article de presse avec le titre « L'Empire Murphy & Coffee annonce une expansion majeure ». Félicitations. On dirait que les affaires vont bien. Les affaires vont très bien. Sam, j'ai besoin de te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Je le suis toujours. Essaies-tu de détruire ma vie? Je l'ai regardé par-dessus la table de conférence. Cet homme qui avait été mon mari, qui avait engendré mes enfants, qui avait systématiquement démantelé notre vie ensemble pour son propre plaisir. David, ta vie est ta responsabilité, pas la mienne. Rebecca a perdu son emploi. J'ai entendu dire. As-tu quelque chose à voir avec ça? Rebecca a perdu son emploi parce que quelqu'un chez Davison Marketing a découvert qu'elle avait eu une liaison avec un collègue marié d'une entreprise concurrente. C'est ce qu'on appelle une violation de la clause de moralité. Quelqu'un leur a dit. Quelqu'un avec une conscience, probablement. C'était toi. Je me suis penchée en arrière sur ma chaise. David, penses-tu vraiment que j'ai besoin de travailler activement pour détruire ta vie? Tu as fait un travail tellement minutieux tout seul. Nous avons des difficultés, Sam. Les frais médicaux du bébé. Le chômage de Rebecca. Ma clause de non-concurrence. Ta clause de non-concurrence qui t'empêche de travailler dans le marketing à Chicago. Tu es au courant? Je suis au courant de beaucoup de choses. David se frotta le visage avec les 2 mains. Nous pourrions perdre la maison. La maison à Riverside. Celle que vous avez achetée avec Rebecca alors que tu étais encore marié avec moi. Sam, s'il te plaît. Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que j'ai fait des choix terribles, mais nous avons un enfant ensemble maintenant. Un bébé qui ne mérite pas de souffrir pour mes erreurs. J'ai pensé à ce bébé, innocent dans tout cela,
qui grandirait en portant les conséquences des choix de ses parents. Que veux-tu de moi, David? Un emploi. J'ai cligné des yeux. Je suis désolé? Murphy & Coffee se développe. Tu as besoin de managers expérimentés. Je connais le marketing. Je connais les opérations commerciales. Tu veux que je te donne un emploi? Je veux une chance de me reconstruire, de prouver que je peux être meilleur. Pour qui? Pour moi, pour Rebecca, pour toi, pour tout le monde. J'ai marché jusqu'à la fenêtre qui donnait sur Central Park, où Tommy et Emma allaient bientôt sortir de l'école, où ils étaient devenus des enfants confiants et heureux qui se souvenaient à peine du chaos que leur père avait créé à Chicago. David, sais-tu pourquoi Harold Murphy m'a laissé sa succession? Parce qu'il a eu pitié de toi. Parce qu'il a vu en moi quelque chose que même moi je ne voyais pas à l'époque. De la force, du caractère, la capacité de construire quelque chose de durable au lieu de simplement prendre ce qui appartenait à quelqu'un d'autre. Je me suis retournée pour lui faire face. Tu veux un emploi? Voici mon offre. Tu peux travailler pour Murphy & Coffee. Poste de départ, salaire minimum plus pourboire. Tu rapporteras à Maria Santos, qui a commencé comme barmaid et a gravi les échelons jusqu'à devenir directrice des opérations grâce à son talent et à son dévouement. Le visage de David est devenu pâle. Salaire minimum. Tu peux progresser, tout comme tout le monde. Prouve ta valeur par tes actions au lieu de tes relations. Sam, j'ai une famille à soutenir. Tu avais une famille à soutenir lorsque tu as décidé d'avoir une liaison avec ma sœur. Tu as choisi de donner la priorité à tes désirs personnels plutôt qu'à la stabilité de ta famille. Je ne peux pas subvenir aux besoins de Rebecca et du bébé avec un salaire minimum. Alors je suggère que Rebecca trouve un autre emploi, un qui n'a pas de clause de moralité. David se leva brusquement. C'est de la vengeance, n'est-ce pas? Tu apprécies ça. David, si je voulais me venger, je pourrais te détruire complètement. Je pourrais m'assurer que tu ne travailles plus jamais dans le marketing. Je pourrais acheter ta maison sous saisie et la transformer en un établissement Murphy & Coffee. Je pourrais rendre ta vie si difficile que tu me supplierais de te laisser travailler pour le salaire minimum. J'ai marché vers la porte, la tenant ouverte pour lui. Mais je n'ai pas besoin de vengeance. J'ai quelque chose de mieux. Quoi donc? J'ai la réussite. J'ai le respect de mes enfants. J'ai une vie que j'ai construite grâce à mes propres choix au lieu de voler des morceaux de la vie de quelqu'un d'autre. David est passé devant moi vers le hall, puis s'est arrêté. Sam, penses-tu me pardonner un jour? J'ai réfléchi sérieusement à la question. David, je t'ai pardonné il y a longtemps. Non pas parce que tu le méritais, mais parce que porter de la colère m'alourdissait. Mais le pardon ne signifie pas l'oubli. Cela ne signifie pas prétendre que tes choix n'ont pas eu de conséquences. Et Rebecca, lui pardonneras-tu un jour? Rebecca a fait son choix lorsqu'elle a choisi ton lit plutôt que ma confiance. Elle devra vivre avec ce choix. Et Tommy et Emma? Ils manquent à leur père. Tommy et Emma ont leur père. Tu les appelles chaque semaine. Tu les vois pendant les vacances. C'était ton choix aussi. David hocha lentement la tête. Je suppose que je te verrai. Peut-être. Chicago est une grande ville. Alors qu'il s'éloignait, j'ai réalisé que je ne ressentais rien en le regardant partir. Pas de colère, pas de satisfaction, pas de regret, juste la confiance tranquille qui vient du fait de savoir que vous avez construit quelque chose qui ne peut pas être enlevé. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Tommy. Maman, le club de théâtre d'Emma joue ce soir. Tu peux venir? J'ai répondu, je ne le manquerai pour rien au monde. Je vous prends à l'école à 3 heures. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous de laisser un « j'aime » et de vous abonner, car parfois la vie veille à ce que les personnes qui construisent leur bonheur sur la destruction des autres finissent par faire face aux conséquences de leurs choix. J'ai cru avoir tout perdu lorsque j'ai découvert la liaison de mon mari avec ma sœur. Au lieu de cela, j'ai gagné quelque chose de beaucoup plus précieux que tout ce qu'il m'avait pris. J'ai gagné le pouvoir de construire une vie selon mes propres termes, avec mes enfants, entouré d'un succès que j'avais gagné par mes propres choix.